Aujourd'hui, on se penche sur une annonce majeure qui a secoué le monde du suivi de grossesse en France. La décision de la Haute Autorité de Santé le 5 juin 2025. Oui, bonjour. Une décision importante, effectivement. La HAS recommande désormais la mise en œuvre du dépistage systématique de l'infection à cytomégalovirus, le CMV, en tout début de grossesse. C'est un vrai virage, hein, quand on sait que les positions antérieures étaient plutôt contre, notamment celle du Haut Conseil de la Santé publique fin 2023. Tout à fait. Le CMV, il faut le rappeler, c'est la première cause infectieuse de handicap neurosensoriel chez le nouveau-né en France. Donc la question du dépistage systématique, elle était débattue depuis très longtemps. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre les arguments clés qui ont mené la HAS à cette recommandation, voir pourquoi ce changement par rapport au HCSP, et puis surtout, quelles sont les implications pratiques pour nous tous, professionnels de santé. Exactement. C'est essentiel de bien saisir les tenants et aboutissants. Commençons peut-être par rappeler la position du HCSP fin 2023. Pourquoi disait-il non à ce dépistage systématique? Alors, le HCSP avait plusieurs arguments de poids. Le principal, c'était vraiment l'absence de preuves jugées suffisantes sur l'efficacité d'un traitement antiviral, le valacyclovir, pour réduire les séquelles graves chez l'enfant infecté in utero. D'accord. Donc le doute portait moins sur la transmission que sur l'impact final sur la santé de l'enfant. C'est ça, il pointait aussi de sérieuses interrogations sur la sécurité du valacyclovir, utilisé à très haute dose, on parle de 8 grammes par jour, et surtout, hors autorisation de mise sur le marché pour cette indication précise. Ce qui, on le sait, engage la responsabilité du prescripteur et nécessite une information particulièrement claire pour la patiente. Absolument. Le HCSP soulevait aussi les limites des tests sérologiques eux-mêmes, le risque non négligeable de faux positifs qui génèrent de l'anxiété et des examens inutiles, et de faux négatifs qui créent une fausse sécurité. Une balance bénéficier-risque global jugée défavorable en somme. Oui, d'autant qu'il notait que la fenêtre d'intervention pour un éventuel traitement était courte et que les mesures d'hygiène préventive simples et potentiellement efficaces pour les femmes séronégatives étaient finalement très peu promues ou appliquées. Bien compris. Et donc arrive juin 2025 et la HS prend le contre-pied. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour justifier cette recommandation favorable au dépistage sérologique systématique en début de grossesse? Le cœur du réacteur, si j'ose dire, c'est vraiment la réévaluation de l'efficacité du valacyclovir. Ah, revenons sur ce traitement alors. Oui, la HS s'est basée sur de nouvelles analyses. Il y a eu l'essai randomisé de Shahar-Nissan en 2020, qui avait montré une diminution de la transmission mère-fœtus pour les primo-infections du premier trimestre de 30% à 11% environ. Mais cet essai, seul, n'avait pas pu prouver d'effet sur la fréquence des infections congénitales symptomatiques ou des séquelles. C'était là une des limites pointées par le HCSP justement? Exactement. Mais l'AHS a commandité une nouvelle analyse, une méta-analyse enrichie par une modélisation spécifique qui a intégré non seulement cet essai randomisé, mais aussi des données observationnelles plus récentes post-RCT. On parle d'études comme Forbardon 2022, Egloff 2023, Amir 2023, Zamarchi 2023. Et cette nouvelle lecture combinée des données a été plus concluante. Elle a conduit la AHS à conclure que oui, le valacyclovir à 8 grammes par jour est jugé efficace pour réduire significativement le risque de transmission verticale lors des primo-infections maternelles précoces. L'odds ratio moyen est estimé entre 0,33 et 0,39 et c'est statistiquement significatif. Donc une réduction du risque de transmission de l'ordre de 60-67%. C'est considérable. C'est effectivement ce chiffre qui semble avoir fait pencher la balance pour la HS concernant l'efficacité sur la transmission. Mais alors, la question de la sécurité soulevée avec force par le HSCP, comment la HAS l'aborde-t-elle? Cette dose de 8 grammes jour aurait même les effets à long terme. La HAS ne nie pas les incertitudes. Elle les reconnaît explicitement, en se référant d'ailleurs aux contributions du CRAT et de la NSM. Le manque de données à long terme sur cette posologie élevée et cet usage hors AMM est un fait. Oui, Il y a aussi une étude pharmacocinétique récente, Forbardon 2025, qui confirme bien le passage du médicament chez le fœtus, mais sans établir de lien direct avec le risque d'infection. En gros, la HAS met en balance ce bénéfice jugé probable sur la transmission avec les incertitudes sur la sécurité. Elle semble considérer que le premier justifie de prendre le risque du second, sous conditions strictes bien sûr. c'est un pari, en quelque sorte. Un pari basé sur une nouvelle interprétation des données d'efficacité sur la transmission. On peut le voir comme ça. C'est une évaluation différente de la balance bénéfice-risque par rapport au HSP. D'accord, donc le traitement est central.
Mais quid des autres points soulevés par le HSP, comme la fiabilité des tests sirop? La HAS a trouvé des solutions miracles? Pas de solution miracle, non. Mais la HAS répond aux doutes en notant qu'il existe aujourd'hui des consensus d'experts pour l'interprétation des sérologies CMV, IgG, IgM et surtout l'avidité des IgG, qui est cruciale. Elle cite notamment le CCI et le CNR des herpesvirus. Même si en pratique, l'interprétation d'une sérologie avec des IgM positives et une avidité intermédiaire, par exemple, reste parfois délicate. Bien sûr, ça reste complexe. D'ailleurs, la propre modélisation de la HAS est assez parlante. Sur 700 000 femmes enceintes testées annuellement, ils estiment qu'il y aurait entre, attention, 1137 et 13 871 faux positifs. Ah oui, quand même, c'est énorme en termes d'anxiété et d'examens potentiellement inutiles. Et à l'inverse, entre 296 et 1692, faux négatifs, ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais, et c'est là leur argument, ce dépistage permettrait malgré tout d'identifier entre 500-600 et 8000 vraies primo-infections maternelles chaque année, et c'est sur ces femmes-là que l'action pourrait se concentrer. Donc l'argument est, malgré les imperfections, on attrape quand même la majorité des cas pertinents pour une éventuelle intervention. C'est l'idée. Et il y a un autre bénéfice dit collatéral, mis en avant par la HAS. Lequel? Le fait que le dépistage systématique informe toutes les femmes sur leur statut sérologique. Celles qui sont séronégatives, environ la moitié des femmes enceintes en France, pourraient alors recevoir des conseils d'hygiène ciblés et renforcés pour éviter l'infection pendant la grossesse. Ce qui est crucial, car on sait que ces mesures simples, bien se laver les mains après avoir changé une couche, éviter le partage de couverts avec les jeunes enfants, etc., sont sous-utilisées. Exactement. L'enquête nationale périnatale de 2021 avait montré que seulement 16% des femmes disaient avoir reçu cette information préventive spécifique au CMV. Le dépistage permettrait de systématiser cette information pour les femmes à risque. C'est un argument fort, en effet. Est-ce que d'autres facteurs ont joué? L'économie, l'éthique, la pression des associations ou des professionnels? Oui, tout ça a pesé aussi. La HS a pris en compte des études coût-efficacité, notamment une étude française de Periodo-Dubois de 2023. Même si le HCSP l'avait critiqué, la HS la jugeait potentiellement favorable sous certaines conditions. Et sur le plan éthique, Kéré qui suppose une information de très haute qualité, complète et nuancée. Évidemment, c'est une condition sine qua non. Et puis, il ne faut pas nier l'influence des parties prenantes. Les associations d'usagers étaient globalement favorables au dépistage, sous réserve d'information et de formation des professionnels. Et certaines sociétés savantes ou groupes professionnels poussaient aussi en ce sens. L'Académie de médecine s'était prononcée en 2024 et le Collège national des gynécologues obstétriciens français. Oui, le CNGOF. Non, pardon, le CNP de maladies infectieuses et tropicales notait une adoption croissante de l'utilisation du valacyclovir par les praticiens, même avant la recommandation officielle. Il y avait une sorte de pression du terrain aussi. D'accord. Donc, si on résume la recommandation, une sérologie unique en début de grossesse, avec IgG, IgM et test d'avidité des IgG systématiques, C'est ça, le plus tôt possible en début de grossesse. mais la HAS elle-même souligne que cette mise en œuvre ne va pas de soi. Quelles conditions pose-t-elle? Elles sont nombreuses et cruciales. D'abord, harmoniser les pratiques des laboratoires pour les tests, notamment l'avidité, et l'interprétation des résultats par les cliniciens. C'est un énorme chantier. Oui, assurer une interprétation fiable et homogène sur tout le territoire, c'est un défi majeur. Ensuite, former massivement les professionnels de santé, médecins, sages-femmes, non seulement à l'interprétation technique, mais aussi à l'accompagnement et aux conseils très complexes qui impliquent un résultat positif, compte tenu des incertitudes persistantes. Il faudra aussi garantir un accès équitable au dépistage et à la prise en charge sur tout le territoire. Absolument. Et organiser une pharmacovigilance renforcée et très rigoureuse pour le valacyclovir à 8 G par jour, puisqu'on est hors AMM. C'est indispensable pour surveiller la sécurité à court et long terme. Et enfin, j'imagine, poursuivre la recherche. Oui, la AJAS insiste sur la nécessité de continuer la recherche à la fois sur la sécurité à long terme du traitement, sur son impact réel sur les séquelles graves, ce qui reste la question clé, et bien sûr sur le développement de vaccins qui serait la solution idéale à terme. Donc en synthèse, on a un tournant majeur avec cette recommandation de la HAS, un changement motivé principalement par une réinterprétation jugée plus favorable de l'efficacité du valacyclovir sur la transmission du CMV. Combiné à d'autres arguments, comme l'amélioration supposée de l'interprétation des tests, le bénéfice de l'information pour la prévention chez les séronégatives, des considérations éthiques et économiques, et la pression des acteurs.
Mais c'est essentiel de le rappeler avec des zones d'ombre importantes qui demeurent. La sécurité à long terme du valacyclovir à cette dose reste une inconnue. Tout à fait. Et l'impact réel de cette stratégie sur la réduction des séquelles graves chez les enfants, qui est quand même l'objectif ultime, n'est pas encore formellement démontré par des essais de haut niveau de preuve. Le bénéfice est sur la transmission, le reste est une extrapolation pour l'instant. Sans oublier la complexité de l'interprétation des tests en vie réelle et la charge que représente l'accompagnement des patientes. Exactement. Le bénéfice potentiel existe, mais les certitudes manquent encore sur des points cruciaux. Et l'innocuité à long terme. Ce qui nous amène à une question finale, peut-être un peu provocatrice, mais essentielle pour l'avenir des TA. Au-delà de la recommandation sur le papier, comment notre système de santé va-t-il concrètement parvenir à traduire cet avis en une pratique clinique qui soit à la fois homogène sur le territoire, équitable pour toutes les femmes? Et surtout, qui garantissent une information réellement complète, loyale, nuancée, permettant aux femmes enceintes de faire un choix véritablement éclairé. Un choix qui prenne en compte les bénéfices espérés, oui, mais aussi très clairement les incertitudes et les zones d'ombre qui persistent. C'est tout l'enjeu de la mise en œuvre dans les années à venir. Assurer que ce dépistage ne devienne pas une simple case à cocher, mais un vrai outil au service de la santé des femmes et des enfants, utilisé à bon escient et de manière éthique. C'est un défi considérable, mais nécessaire si l'on veut que cette recommandation atteigne ses objectifs sans créer de nouveaux problèmes.